on veut avoir des nouveaux problèmes. Tu fonces, tu vas d'abord dans l'action et tu vois après comment tu règles les problèmes. Hmm. Si tu ne crées pas de Ouais. problème, c'est que tu vas pas assez vite en fait. Les idées sont cheap, sont bon marché, mais l'exécution, c'est ça qui vaut vraiment son pesant d'or. On peut entrer dans les 4 niveaux d'action qui sont l'inactivité, les gens qui vont en reculons, le niveau normal d'activité et le niveau 10x, le niveau infini d'action ou action perpétuelle. Les 4 plus grandes erreurs qu'on fait quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, définir un objectif trop bas. Ensuite, deuxièmement, grandement sous-estimer l'argent, le temps, les ressources et l'énergie qu'il faut mettre quand on cherche à atteindre notre objectif, justement. Troisièmement, passer trop de temps à lutter contre la concurrence au lieu d'aller dominer le marché. Et dernièrement, quatrièmement, grandement sous-estimer tous les obstacles qu'il y a sur le chemin. Si on connaissait tous les obstacles qui nous attendaient, certainement on n'irait pas en fait. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Tu t'imagines remplir un stade avec 25 000 personnes, et en plus pour parler business, du sérieux quoi. Et pendant la finale de la Coupe du Monde, eh bien un homme a réussi cet exploit, du moins son équivalent américain. Alors, comment il a fait ça ? En suivant ses propres préceptes qu'il a mis dans un livre. Ce même livre que l'on a décortiqué pour toi avec Anthony, dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Avec Anthony, on s'est rencontrés lors d'un bootcamp de Grant Cardone et on a décidé de te parler de son livre le plus connu, fondateur du mouvement 10x. Penser 10 fois plus grand pour aller 10 fois plus loin, la seule différence entre le succès et l'échec. D'ailleurs, tu en as déjà peut-être entendu parler, Oussama Ammar l'a cité dans son interview avec Thibault Louis. En tout cas, il ne laisse pas indifférent. Adulé par beaucoup, détesté par d'autres. Et non, je ne parle pas d'Oussama, ni de Thibaut. Et donc, le gars remplit un stade de 25 000 personnes pour parler business lors de la finale du Super Bowl. Tu sais, ce truc que les Américains appellent football, lol. Et c'est loin d'être un petit exploit, car c'est un peu comme remplir le Stade de France, lorsque la France est en finale de Coupe du Monde de foot, si tu vois ce que je veux dire. Et il l'a fait par goût du défi. Pour prouver que lorsque tu penses 10x et que tu agis 10x, tu atteins tes rêves les plus fous. Et c'est de cette philosophie dont on parle dans cet épisode. Tu vas découvrir les secrets de la réussite. Comment te donner à fond sans risquer le burn-out. Pourquoi le service client devrait être le cadet de tes soucis, du moins si tu veux servir tes clients. C'est contre-intuitif mais puissant. Les 4 plus grosses erreurs que tu fais quand tu définis un objectif. Les 4 niveaux d'action et celui dans lequel tu dois opérer pour réussir. Comment faire grandir ta boîte en temps de crise, ça va pouvoir servir. Et enfin, une prise d'aïkido, ou de judo si tu préfères, pour gérer les plaintes et les transformer en business. Tout de suite, Anthony pour parler de la philosophie 10x. Alors, merci Anthony d'être revenu dans ce nouvel épisode pour ce nouveau livre qu'on va lire ensemble. Toujours plaisir, Sébastien. Je suis là pour t'aider et pour tous les gens qui nous écoutent. Toujours un plaisir de vous parler et espérons vous enseigner quelque chose avec le livre qu'on a lu ce mois-ci. En tout cas, moi je sais pas toi, mais moi à chaque fois j'apprends plein de choses. C'est l'intérêt. J'avais déjà lu ce bouquin, je sais pas si toi tu avais déjà eu l'occasion de le lire. Pas au complet, non. Seulement des passages, des chapitres, mais pas au complet. Je l'ai acheté en fait après avoir intégré le groupe de Grant Army, donc. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on n'a pas encore dit aux gens même si, quel livre c'était, mais même si on le voit parce qu'il y a le titre qui en parle, le titre de l'émission. Donc ce livre c'est 10x, 10 fois. Alors je suis allé chercher le titre sur Amazon, je vous le lis en français, qui a été traduit en français, c'est la règle du 10 fois, penser 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès. Bon, moi, je trouve Ils ont pas vraiment ça traduit le aussi mot, le X par 10 fois, c'est intéressant. Moi, je l'aurais laissé comme ça personnellement. J'aurais laissé le titre juste 10, Ouais. 10X. Non, c'est difficile à dire en fait. Comment traduire? Oui, C'est une bonne traduction, 10 fois.
c'est pas aussi punchy que 10x. C'est ça, ça se traduit pas en fait. Moi, je me suis fait un petit essai pour le traduire. Je me suis fait. J'ai gardé leur thème aussi, la règle du 10 fois plus grand, 10 fois plus loin, la seule différence entre le succès et l'échec. Mhm. Je me disais, c'était un peu plus péchu, comme on dit, un peu plus comme en anglais, qui dit que c'est effectivement la seule différence entre le succès et l'échec. Et on va le voir, ce que ça veut dire, cette règle du 10 fois. Par quel sujet tu voudrais commencer? Parce qu'il y a plein de choses Oui. dans ce bouquin. Quel aspect peut-être commençons avec qu'est-ce qui est le plus utile, le plus concret dans la vie de tous les jours. Parce que je pense qu'il y a un aspect plus aussi mentalité ou psychologique. Il y a un aspect Ouais. plus pratico-pratique. Et les deux sont importants, en fait. Mm. Les deux sont importants pour une business d'hypercroissance comme le veut ton podcast. Alors, si on veut aider les gens à développer cette entreprise, et on est très humble, moi et Sébastien, on sait très bien qu'on a beaucoup à apprendre et c'est pourquoi on fait ce type d'épisode, parce qu'on apprend des meilleurs dans le monde, on ne pense pas nous tout savoir, et c'est pour ça qu'on fait ce club du livre chaque mois. Et Grant Cardone étant un de nos mentors communs, on s'est dit pourquoi pas analyser un de ses livres, oui, ses classiques, et j'ai beaucoup aimé la lecture. Ça se lit très bien en fait, vu que les chapitres sont en général assez petits et assez bien découpés. Et j'ai bien aimé la partie. Ça peut paraître un peu à l'encontre de la logique, mais la dernière partie, lorsqu'il fait la liste des traits les gens qui ont du Oui, succès, je ne sais pas si c'est une partie qui t'a marqué aussi. Parce que c'est des choses vraiment que tu si, je peux passais beaucoup de appliquer temps. aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps sur cette partie-là. Et déjà, il y en avait combien? 32. 32 points qui donnent. Je me souviens d'un bouquin qui disait les 7 habitudes des gens célèbres, enfin à succès. J'ai oublié le nom de l'auteur. Et lui, il avait fait l'inverse en fait. Il avait regardé quels étaient uniquement les points communs des gens à succès, les 7 points communs qu'il avait trouvés chez ces gens-là. Et Grant, dans son bouquin, en fait, il vient avec une liste beaucoup plus grande puisqu'il a regardé les gens à succès. Plus tu vas répondre à un de ces points-là, un de ces 32 points-là, plus tu seras haut en succès. En fait. Oui. Et évidemment, je pense pas on va pas énumérer tous les 32 points, mais on peut y aller avec quelques-uns qui t'ont peut-être plus marqué. Et en fait, tu sais quoi? Soyons pas gênés, je vais ouvrir le livre et on peut se remémorer parce que se rappeler par cœur, Ouais. juste dans la liste, Et je vais qu'est-ce qui est le juste plus marquant? Et je vais juste dire, pour introduire quand même le bouquin, au début, ça parle d'une chose, c'est que, comme je le disais dans mon sous-titre, moi, en français, qui était 10 fois plus grand, 10 fois plus loin, 10 fois plus grand, c'est dans le sens penser 10 fois plus grand que ce qu'on a l'habitude de penser habituellement. Et 10 fois plus loin, donc ça va être l'arrivée, mais il va falloir mettre 10 fois plus d'action. Et ce côté 10 fois plus d'action, on le sait qu'il faut le faire, ça. C'est facile à imaginer, on a tendance à le savoir naturellement qu'il faut faire ça. Mais le côté penser 10 fois plus grand, c'est un côté qui est moins naturel pour tout le monde, en fait. Oui, penser 10 fois plus grand pour avoir des rêves, ça, on sait le faire. Mais pour s'aider, en fait, à avancer, on l'utilise rarement. On va en revenir dessus tout à l'heure en plus en détail. En fait, tu sais quoi, je pense qu'on peut commencer avec ce point-là. Avant d'aller avec la liste, je me rends compte que c'est assez important d'aller plus en profondeur avec ça. Parce que si toi, tu avais fait le bootcamp en mai, oui, c'est comme ça qu'on s'est connus, le bootcamp Oui, tout à interactif. fait. Mm. C'était important dans le bootcamp d'établir ses buts 10 fois, ses buts Oui, 10x. Et je pense que c'est peut-être pas si naturel que ça pour tous de faire ce type d'établir ce type de but. Je me rappelle avoir écrit un premier nombre dans mon document et j'avais un peu hésité au début. Ah, est-ce que c'est un chiffre assez grand ou trop petit? Et j'étais pas certain. Mais ah, cette petite anxiété que vous ressentez lorsque vous écrivez, oh, je veux par exemple faire 1 million par année, je veux avoir valeur nette de 10 millions de dollars ou plus, 100 millions, 1 milliard. Le feeling, l'émotion que vous sentez lorsque vous écrivez ce nombre est un indicateur que, OK, si c'est en dehors de votre zone de confort, c'est parfait. Parce que si c'est trop petit, et ça, Sébastien en a déjà parlé, je pense, de façon privée, si c'est trop petit, vous allez arriver proche de l'objectif et vous allez commencer à baisser le régime et peut-être pas donner le maximum
ah, j'y suis presque. Mais des fois, ça peut faire en sorte que vous atteignez même pas le résultat qui était, en fait, pas si extraordinaire que ça. Et c'est même pire que ça. Je pense que ça peut t'empêcher de démarrer, en fait. Donc là, tu as tout perdu. Oui. Quel serait un exemple du 10X, d'un but pour toi, pas seulement financier, mais peut-être dans la vie, dans les autres sphères de vie? Qu'est-ce que ça pourrait être Alors, un grand but pour les autres justement, c'est sphères de vie? important. C'est important ça justement parce qu'il en parle aussi. 10X associé au succès, c'est atteindre ses buts, mais c'est pas seulement atteindre des buts financiers. Si tu as plein de succès dans une seule sphère, donc juste l'argent, tu vas être malheureux. C'est les cas de milliardaires qui se suicident, ça existe parce que les mecs ils sont milliardaires, mais dans la vie ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils ont une santé pourrie. Voilà, ils ont tout détruit sur leur chemin pour arriver là où ils en sont. Et donc, il faut bien faire attention. Le succès, c'est pas juste un point. En fait, le succès, le 10X, c'est aller chercher le succès dans toutes les sphères. C'est pas juste aller dans une. Alors, oui, à un moment, tu peux mettre l'accent sur une seule, aller à fond sur une seule, mais après, il faut penser à faire monter les autres. Et ça peut être une difficulté aussi. Alors, un exemple justement, donc pour répondre à ta question, ça pourrait être au niveau, voilà, si tu réussis tout seul, si tu réussis tout seul, mais que ça te fait une belle jambe. Après, t'es tout seul dans la vie, t'as pas de femme, t'as pas de famille, t'as plus personne, t'as plus d'amis. C'est un peu, t'as raté ta vie en fait. Triste. C'est aussi un sujet qu'aborde Tony Robbins quand il parle des gens riches qui sont pas accomplis. Parce que justement, ils ont cru que l'argent faisait le bonheur. Alors, il y contribue, mais c'est un bon moyen pour atteindre ses buts, mais c'est pas c'est pas une fin en soi. Alors, une des catégorisations que j'aime bien d'un de mes mentors, qui est Dr. John Demartini, il a 7 sphères de vie. Donc, spirituel, mental, vocationnel, qui est la carrière, financier, social, familial et physique. Et j'aime bien ces 7 catégories parce que je pense que si tu prends le temps de vraiment réfléchir à toutes ces catégories, toutes ces sphères de vie, tu peux aller vraiment en profondeur et voir que elles s'entrecroisent. Et ta vie, en fait, est un tout. Ta vie ne devrait pas être comme des blocs Lego, juste séparés ou bien séparés. Je pense que c'est comme un amalgame de tout ce qui est important pour toi. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de réfléchir, de s'asseoir quelques instants. Et ça peut être sur plusieurs jours, oui, de prendre le temps, 30 minutes ici, 30 minutes par là. Qu'est-ce que je veux accomplir au niveau de ma famille, au niveau de mon métier, au niveau de ma santé physique? Parce que tout le monde sait que sans le corps physique, tu vas avoir les millions, tu es misérable. On a parlé de ça juste à l'instant. Alors, et il y a des gens, en fait, qui pensent que le succès financier est la seule chose qui importe. Et évidemment, l'argent est important pour ce que ça peut donner, la liberté, les options, les opportunités, les contacts. Mais demander à n'importe qui n'a pas la santé ou qui n'a pas de famille, ou qui a, oui, un handicap physique ou peu importe, c'est pas la même chose d'avoir quelques millions en banque ou des maisons luxueuses à travers le monde. Donc, soyez complet. Pensez à toutes les sphères en même temps. C'est ça. Et non pas, tout à l'heure on parlait d'aller à fond sur que la sphère de l'argent, mais c'est pareil pour les autres sphères. Si on va que sur la sphère de la santé, par exemple, ou la sphère du bien-être, si on oublie les autres sphères, c'est pareil. Si tu n'as plus d'argent, tu vas te retrouver à dormir sous les ponts au bout d'un moment. C'est vraiment important de tout monter en même temps. Oui, et une fois que tu sois les buts 10X, les buts 10 fois comme ça, de mettre le plan d'action, c'est une chose qui est, je pense, difficile pour tous les débutants de ce type de mentalité, et je m'inclus dans ça, de se dire, OK, j'ai mon calendrier, j'ai mon agenda du jour, et je veux remplir tous les créneaux horaires le plus possible avec les actions les plus prioritaires pour moi pour faire développer mon business ou les autres buts que j'ai. Ça peut être très difficile au début de remplir les espaces vides. Est-ce que tu as la même opinion? Est-ce que tu as la même expérience que si tu as une feuille, par exemple, oui, on a pas le calendrier, mais le planner ici, oui, l'agenda 10X. De mettre des choses importantes dans toutes les rangées,
dans toutes les lignes, ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire. Et si tu n'as pas de système en place avec d'autres employés ou d'autres personnes qui t'aident, est-ce que tu peux vraiment te concentrer seulement sur les priorités? Ça peut vous faire réfléchir. Parce que moi, je pense la majorité des gens ne font pas les priorités toute la journée. Soit ils perdent du Non, c'est temps, sûr. soit... Oui, Et alors, justement, vas-y. c'est un bon point. Quand tu peux pas tout faire, justement, au début, tu veux tout faire. Parce que tu dis tout est important. Tu crois que tout est important. Et c'est la difficulté, il en parle aussi dans le bouquin, c'est la difficulté de comprendre les tâches qui sont vraiment importantes, qui te font avancer vers ton but. Et c'est un problème qu'on a quand on se lance, et c'est le problème du focus. Et la question, là, aujourd'hui, que tu poses, c'est quand on a plein de choses comme ça différentes à faire et qu'on peut pas déléguer, va falloir faire un choix. Parce que si on essaie de tout faire soi-même, on va vite rendre compte, en fait, qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'est pas bon, on est bon nulle part, en fait. Et du coup, on va avancer très, très lentement sur toutes ces choses-là. Et moi, je dirais qu'il faut éliminer, en fait. Éliminer le plus possible de tâches jusqu'à ce qu'en théorie, il t'en reste plus qu'une à faire, en fait. Plus qu'une Et là, seule, à ce tu dis? moment-là, c'est la théorie, hein, bien sûr, mais Oui. jusqu'à ce qu'il t'en Peut-être reste plus qu'une. quelques-unes. Et là, tu focus. C'est Oui. l'idéal. Là, tu avances vite. Et c'est un autre précepte du bouquin aussi. C'est dans la liste des 32 points qu'il aborde à la fin et qu'il détaille aussi au milieu du bouquin. C'est tu fonces, tu vas d'abord dans l'action et tu vois après comment tu règles les problèmes. Si tu ne crées pas de problème, c'est que tu vas pas assez vite en fait. Exactement. On veut avoir des nouveaux problèmes. Et si tu prends par exemple, tu lances une boîte, si tu décides de faire du cold call au début pour trouver, tu as choisi de faire ça comme canal d'acquisition, fais que ça au début. Tu n'as pas d'autres clients, prépare pas tes maquettes. En fait, tu sais pas encore ce que vont te demander tes clients. Si toi tu commences à y réfléchir avant, tu vas remplir ton calendrier en fait. Tu vas avoir plein de choses à faire, des tâches pas possibles, lancer ton site internet, écrire au monde entier pour dire que tu existes, mais tu sais que les gens veulent. Et du coup, concentre-toi sur une seule tâche, et au fur et à mesure, ça va te rajouter des tâches, mais tu sais qu'elles seront vraiment importantes en fait. Parce que c'est les clients qui auront demandé. C'est pas toi qui auras supposé un truc que tu n'as pas vérifié en fait. Oui. Et donc, ça te permettra de rajouter des tâches au fur et à mesure uniquement importantes. Voilà, c'est comment je répondrai à ta question. Oui, il parle beaucoup de l'acquisition de clients comme étant la priorité par-dessus le Oui, service à la clientèle. Et ça, c'était un point intéressant que j'ai trouvé parce que on entend souvent dans je trouvais ça la génial. société moderne, oh, le service à la clientèle, le client est numéro un. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais Grant a tout à fait raison lorsqu'il dit que si tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas de raison de te concentrer seulement sur le service à la clientèle parce que tu as simplement pas assez de revenus et pas assez d'activités. Et tu peux même perdre du temps à essayer de rendre les clients très, très, très satisfaits le plus possible et les traiter aux petits oignons au maximum. Ils sont très, très choyés, mais tu as 5 clients. Oui. Alors que C'est Grant, ça. il va à coût de 500, 5000, 20 000 dans les stades de foot ou peu importe. 25 Alors, 000, je oui. crois, mais bon. Ouais. 25 000, oui, c'était son. Alors, ça nous fait réfléchir parce que même moi, je suis dans ce paradigme solopreneur, faire du manual, chercher des clients comme manuellement en ligne, commencer le marketing avec le podcast comme tu fais, commencer les médias sociaux. Alors, comment on peut développer cette mentalité, pas seulement mentalité, mais le plan d'action pour que chaque chose que tu fais puisse amener 10 fois plus de leads, de clients potentiels, en fait. Et c'est une chose à laquelle je réfléchis encore. Je n'ai pas encore la réponse parfaite et je pense que c'est OK. Ça prend du temps de développer un plan comme ça. Il faut s'asseoir et réfléchir, mais en même temps, pas trop réfléchir. Parce qu'il dit souvent que si tu réfléchis Exactement. trop, ça peut t'empêcher de prendre action. Et encore une fois, un Non, je pense que précepte qui est vrai. c'est une boucle un peu, c'est ce qu'on appelle des fois le test and learn. C'est rentrer dans l'action, analyse, continue action, analyse. Et non pas ce qu'ont tendance à faire trop de gens et moi-même des fois, j'enlève cette habitude, trop réfléchir en fait, avant de rentrer dans l'action. Oui, exactement. Parce que si tu regardes dans sa vie, ce qu'il raconte dans le bouquin, ce qui est très intéressant, c'est pas de la théorie. C'est un point très important. C'est que de la pratique qu'il raconte. Et ça a du bon sens. Il suffit de regarder
enfin, tous les succès qu'on a dans la vie, c'est quand on fait du 10x. Enfin, nos plus beaux succès, généralement, c'est quand on sort de sa zone de confort. C'est pas quand on reste, pas quand on est en train de penser, en fait. Non, non. Et tout le monde a des idées, oui. C'est cette phrase assez fameuse que les idées sont cheap, sont bon marché, mais l'exécution, c'est ça qui vaut vraiment son pesant d'or. Alors, tu peux pas espérer avoir du succès. Tout le monde connaît quelqu'un qui a oh oui, j'ai une idée fantastique, je vais faire des millions de dollars avec ça. Et finalement, une année plus tard, ils ont abandonné très rapidement. Et l'économie n'était pas bonne, le marché n'a pas répondu comme je voulais. Et il parle aussi dans son livre des excuses. Alors, une chose qui est importante si vous voulez réussir, c'est vraiment d'arrêter de donner les excuses et de prendre responsabilité pour tout ce qui vous arrive, autant positif que négatif. Un exemple que j'ai bien aimé, lorsqu'il dit, OK, il y a une panne de courant, une panne d'électricité dans la ville, est-ce que tu vas te plaindre pendant 3 heures que c'est la faute de la ville, il n'y a pas d'électricité, ou tu aurais pu acheter une génératrice et ne pas manquer de Wi-Fi, ne pas manquer de tout ce qui est important pour tes affaires? Non, tu as préféré ne pas prévoir. Alors, prends responsabilité. Prenez Voilà. responsabilité. S'il y a un accident de voiture, qu'est-ce que j'ai fait moi pour arrêter de mettre la faute aux autres et à l'univers et de blâmer? Parce que c'est une énergie négative qui ne sert à rien et qui vous garde dans la situation exactement comme vous êtes maintenant. Il ne va rien changer si vous faites juste que vous plaindre, que vous dire ah, c'est la faute à ci, c'est la faute à Jean, c'est la faute à Marie, c'est la faute à. Ça ne va rien changer du tout. Alors arrêtez. Évidemment, on est des êtres humains. On n'est pas parfait. On le fait quand même de temps en temps. Mais d'avoir la conscience, c'est de passer de peut-être 30 minutes de se plaindre et OK, 30 secondes et là je me rends compte, oh, wow, je suis en train de dire que c'est la faute du chauffeur de taxi si je suis arrivé en retard. Non, j'aurais pu partir plus tôt. Voilà. Comme je dis toujours, les fautes sont toujours partagées de toute façon, et ça marche pour tout dans la vie. Enfin, même quand tu t'engueules avec quelqu'un, par exemple, les fautes sont toujours partagées. Mais comme il faut, on peut pas agir sur ce, on n'a pas la main sur tout, on n'a pas la main sur l'autre personne, à moins de la manipuler. Ce qu'il faut, c'est intervenir là où on peut agir, et on peut agir sur nos actions justement et sur nos pensées. D'où l'importance de dire qu'est-ce que j'aurais pu changer pour pas que ça arrive. Non pas non pas pour avoir des remords, mais plutôt pour reprendre l'exemple de l'électricité, comment on fait pour la prochaine fois que ça arrive, que ça ne survienne pas. Exactement. Est-ce que je vais attendre que ça arrive une nouvelle fois et continuer à me plaindre parce que j'aime tellement je sais pas. Ou est-ce que je vais aller acheter un générateur pour pas tomber en panne et pas jeter tout mon congélateur et tout ce qu'il y a dedans, quoi. Oui. Et pour faire un lien aussi avec ce que tu viens de mentionner, il parle aussi que ça prend en fait autant d'énergie que de prendre action de façon positive sur tes buts. Et là, on peut entrer dans les 4 niveaux d'action qui sont l'inactivité, les gens qui vont en reculons, le niveau normal d'activité et le niveau 10x, le niveau infini d'action ou action perpétuelle toute la journée. Et il expliquait très bien que ceux qui ne font rien ou ceux qui prennent du recul, ça leur prend autant d'énergie que s'ils prenaient cette énergie pour prendre action sur le but qu'ils veulent accomplir. Et c'est vrai quand tu y penses quelques secondes, oui. Ah non, je peux pas faire ça parce que il est trop tard. Je dois faire... j'ai de la vaisselle à laver. Le chien doit aller se promener à l'extérieur. Les gens vont se trouver des excuses, mais ils savent très bien qu'est-ce qui est la meilleure chose pour eux. Le gym, par exemple, ou le fitness, très bon exemple, le sport. Les gens savent que c'est bon pour eux de bouger davantage. Mais est-ce qu'ils vont prendre action? Certains vont le faire. Mais développer la discipline de le faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine pendant 10 ans, 20 ans, pour sa santé, pour le respect de soi, les gens qui vont au gym, et là je dis au gym parce qu'au Québec on dit le gym, donc je sais que c'est à la gym, oui, c'est à la salle de sport en France. Vous comprenez. Oui. Donc, à la gym. Du coup, je sais même plus maintenant. Oui, peu importe. Alors, les gens qui font du sport en salle de fitness ou qui font du jogging, à la gym, ou du footing. À la gym, ça y est. Ça... Oui, à la gym. Alors, est-ce que vous allez voir les gens qui vont à la salle de sport et qui se plaignent? Ah oui, mais ce poids est trop lourd. Ah, mais il y a trop de personnes au gym. Ah, mais... OK. Voulez-vous vraiment des résultats ou vous voulez continuer à vous plaindre? Parce que c'est vraiment un ne va pas avec l'autre, oui. Ils sont très, très séparés, très distincts. Et tu remarques ça chez les gens qui ont beaucoup de succès.
Est-ce que les gens qui sont très, très fortunés ont l'habitude de se plaindre de tout ce qui se passe autour d'eux? Peut-être que certains, oui, mais je pense que la majorité, comme on dit, prennent responsabilité pour ce qui leur arrive et pour leurs habitudes. Oui, je dirais que ceux qui se plaignent et qui sont riches, soit ils sont nés riches, soit ils ont gagné au loto, mais ils sont pas allés chercher cette richesse par eux-mêmes avec cette mentalité-là. Ou alors, c'est des cas rares, ma foi, on n'en entend pas parler en tout cas. Euh, J'aimerais citer les 4 erreurs qui citent les 4 plus grandes erreurs qu'on fait quand on n'arrive pas à atteindre un objectif. Et effectivement, on peut revenir après, une fois que j'aurai cité ça, parce que j'ai commencé à parler, du coup je vais finir, mais et on reviendra sur les 4 actions après. Donc les 4 plus grandes erreurs, il dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, définir un objectif trop bas. Ensuite, deuxièmement, grandement sous-estimer l'argent, le temps, les ressources et l'énergie qu'il faut mettre quand on cherche à atteindre notre objectif, justement. Troisièmement, passer trop de temps à lutter contre la concurrence, au lieu d'aller dominer le marché, à s'occuper de nos affaires, de ce qu'on veut vraiment faire, de notre objectif, et pas de celui des autres, en fait. Et dernièrement, quatrièmement, grandement sous-estimer tous les obstacles qu'il y a sur le chemin. On n'imagine même pas... si on devait faire la liste avant d'atteindre l'objectif, si on connaissait tous les obstacles qui nous attendaient, certainement on n'irait pas, en fait. C'est souvent le cas. Non. Je peux partager rapidement mon histoire avec le pays où j'habite maintenant. Oui, donc j'habite en Géorgie. Je suis ici depuis 2018. J'ai marié ma femme ici qui est georgienne et que je ne connaissais pas avant de la rencontrer en ligne. Si j'avais su le nombre d'obstacles que j'aurais dû affronter avant d'avoir la vie que j'ai actuellement, que je considère avoir un mariage qui fonctionne bien, j'ai une fille d'1 an qui est magnifique, j'ai un appartement. Si j'avais su dès le début toute la chronologie des moments difficiles, il n'y aurait aucune chance que je quitte le Québec. Je serais resté au Québec avec mes parents, avec mes amis, parler seulement français, un peu d'anglais peut-être par-ci par-là, mais d'apprendre une langue comme le georgien qui est dans les langues les plus difficiles au monde, dans un pays où je connaissais personne, avec pas d'argent, pas de business, pas de contact, je l'aurais pas fait. Mais j'avais le désir, l'espoir, et c'était un but annexe de façon relationnelle. De dire, oh, je vais marier cette femme, je l'ai connue en ligne, on se parle depuis 3 mois seulement ou 4 mois, mais je sais qu'elle va être ma femme. C'est très annexe comme façon de penser, et je pense que les gens qui établissent bien les buts annexes, il y a une partie aussi émotionnelle, il y a une partie intuitive et connectée avec qui ils sont vraiment, vraiment profondément. Donc, pas seulement un but superficiel, oh, je veux atteindre ce chiffre, mais s'ils vont vraiment à l'intérieur, ils vont découvrir que c'est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Et c'est là, quand tu touches le grand pourquoi, oui, le big why en anglais qu'on dit, le grand pourquoi, c'est plus facile de faire face à tous les obstacles qui se présentent devant nous. Et c'est pas nécessairement facile, mais plus facile et plus facile d'être constant, d'être à long terme sur cette lignée et de faire face à tous les dragons sur la route, toutes les bêtes, tous les démons. Et finalement, on arrive au château. C'est ça. C'est ce qu'il dit aussi. Il parle... ça a souvent une mauvaise connotation quand on parle d'action-réaction. Mais en fait, parce que justement, quand tu es par action, c'est que tu prends du temps pour réfléchir. Tu as réfléchi avant. Mais comme il dit, là où tu avances le plus vite, c'est quand même quand tu es dans la réaction, justement. Quand tu vas faire beaucoup d'actions, tu vas réagir au dernier moment, mais au moins tu ne vas pas perdre de temps et tu vas répondre à un vrai problème qui existe. Peut-être qu'il répondra qu'à 80% par rapport à si tu avais eu le temps d'y réfléchir. Sauf que si tu avais pris le temps d'y réfléchir, en fait, tu n'aurais pas eu l'occasion d'y réfléchir, en fait, parce que tu n'aurais pas eu l'action qui aurait amené le problème devant toi. Oui. Et donc, ça me fait penser à tous les obstacles. On agit sur le moment, en fait. Ça ne sert à rien de se faire peur, de s'angoisser avant, parce qu'on a une imagination débordante tous, et on va s'imaginer des problèmes qui n'apparaîtront jamais, en plus. Absolument. Voilà. C'est
Tout à fait. Et Star j'aime Wars. l'acronyme de FEAR en anglais, oui, donc False Expectations Appearing Real, si je me rappelle. Donc les fausses Oui, attentes qui paraissent vraies, qui paraissent très réalistes. Et je peux être en accord avec ça parce que je pense que si on prend le temps de regarder les peurs que nous avons eues toutes nos vies, les vraies choses qui sont arrivées les plus effrayantes n'étaient pas des choses qu'on avait planifiées en fait. Mm. Hein? Pensez 2 instants, ok. Une chose. Par exemple, Covid. Oui, la pandémie. Qui aurait pu planifier ça? Que ça aurait été tout ce à, chamboulement mondial pendant à part 2 ans. Hollywood. Mais... À part Hollywood. À part Hollywood. Mais c'est vraiment. C'est impressionnant de voir qu'est-ce qui est vraiment. Qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie versus qu'est-ce que notre cerveau veut nous faire croire. Oh, ma compagnie va s'effondrer, je vais faire faillite, j'aurai aucun client. Et on s'en est parlé la dernière fois, toi et moi, quand tu étais un point très bas et un client qui t'a paru comme par magie et qui t'a donné de l'argent que tu avais besoin exactement à ce moment-là. Des miracles comme ça arrive lorsque tu es vraiment très concentré sur tes objectifs et que tu n'abandonnes pas. C'est ça. Mm. Et du coup, pour revenir pour rester sur les 4 plus grandes erreurs, les objectifs trop bas. Moi, je me souviens quand j'avais un objectif de me dire, ok, je vais faire 100 000 euros à l'année. Ben, pour moi, c'est trop bas en fait, parce que ça me motive pas. Parce que dans le passé, j'ai eu une expérience de décroissance. Donc, je sais pas si c'est à la mode au Québec ou si vous connaissez ça. C'est un peu plus. C'était il y a 10 ans de ça, quand c'était pas à la mode. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode avec tout ce qui est écologie. Mais du coup, j'ai appris à me défaire de besoins, en fait, tu sais, d'être minimaliste, si tu préfères. Et du coup, avoir 10 000 balles ou 100 000, pour moi, ça fait pas de différence. C'est pas plus motivant l'un que l'autre. Et c'est quelque chose que je sais que je peux atteindre facilement si, en se bougeant, en fait. Par contre, le seul problème, c'est que ça me fait pas bouger. C'est ça, le truc. Et du coup, quand tu dis, OK, quand tu dis, je vais faire 10x là-dessus. Tu te dis, je vais faire 1 million. Là, tu te dis, OK, là, ça commence à être plus intéressant. J'aime le défi. Il y a quelque chose qui me motive derrière. Intellectuellement, voilà, ça excite quelque chose. Je sais que je vais devoir apprendre des nouveaux skills que j'ai pas, que je vais devoir rencontrer des nouvelles personnes que je connais pas encore. Et donc, tu sens que l'expérience va être déjà plus intéressante. Et c'est là où m'est venue l'idée du podcast de 0 à 10 millions en un an. Ensuite, je me suis dit, mais attends, si tu fais encore 10x là-dessus, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, tout de suite, tu changes de paradigme, en fait. Qu'est-ce que ça implique de passer de 1 million à 10 millions? 1 million, je me dis, aujourd'hui, je peux le faire soit tout seul, soit avec ma conjointe et avec l'aide ponctuelle de freelance sur certains sujets, par exemple, ou prendre du conseil de temps en temps. Mais en gros, tu peux le faire tout seul. Et c'est confirmé par des gens comme Cardon Ventures, Brandon Dawson. Je ne sais pas si tu avais suivi ce qu'il disait, mais il dit votre objectif, c'est de faire 500 000 euros par personne. Voilà, là, tu as des bons bénéfices. Ouais. Donc là, tu sais que tu es bon. Donc tu sais que c'est possible à 2. Mais du coup, c'est pas encore très motivant, parce que moi, dans le but, dans la vie, j'ai comme de créer une boîte avec des employés. C'est un truc qui me botte, ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais du coup, du coup, 1 million, en fait, c'est pas motivant pour ça. Alors que les 10 millions, tu dis, OK, là, il faut que j'apprenne des nouveaux skills, encore plus que 1 million. Le 1 million, ça va me faire grandir moi, personnellement, mais je vais aider moi-même, en fait, en plus d'aider quelques clients. Par contre, à passer à 10 millions, là, tout de suite, tu sens qu'il faut passer vraiment en 10x. En 10x, déjà, tu pensais plus grand, et là, des 10 au niveau d'action aussi. Là, tu n'as plus le choix, en fait. 1 million, tu peux y arriver sans être débordé, et c'est confirmé par des gens que j'ai reçus dans le podcast avant, quand on parlait de growth hacking, justement. Tu peux y arriver, sans être vraiment débordé. Je dis pas que tu le fais au premier essai, mais avec de la méthode, tu vas y arriver. Alors que 10 millions en un an, là, tout de suite, tu vas être obligé d'embaucher des gens, tu vas être obligé d'entrer dans l'action, réaction tout le temps, d'avoir de nouveaux problèmes qui vont te tomber sur le coin du nez que tu ignores encore complètement. Et voilà, tout de suite, pour dire, ça c'est ma motivation. Peut-être qu'il y en a, ils auraient le même chemin en passant de 10 000 à 100 000 à 500 000, je ne sais pas. Oui. C'était pour parler de ce point-là. Oui, absolument. Et ce qu'on peut connecter avec ça aussi, Sébastien, c'est le chapitre où il parle
d'expansion lorsque les gens sont en contraction. Je pense que c'est un chapitre qui se connecte bien avec ce que tu viens de dire, parce que lorsqu'on traverse une période difficile, soit personnellement ou de façon économique mondialement, l'habitude des gens et des compagnies est de couper les employés, de réduire les coûts, réduire les ressources disponibles et tout ça. Et Grant lui suggère en fait d'être créatif et de trouver une façon de comment est-ce que je peux étendre, comment je peux m'élargir, comment je peux me développer davantage dans les périodes où les gens sont pendant la crise. inquiets, ils ont peur. Alors, de capitaliser sur les crises. Et c'est un principe qui est applicable aussi au niveau personnel. Pourquoi? Parce que dans toutes les crises que les gens vivent au niveau personnel, il y a des bénéfices cachés, il y a des opportunités cachées, mais si vous êtes trop pris dans votre tête et pensez que vous êtes une victime et que ça arrive à vous et que vous subissez l'action, il parle beaucoup de « to be the one acted upon », donc si on se fait agir, donc quelqu'un agit sur nous au lieu d'agir sur notre vie, d'être la personne qui reçoit l'action, ça vous met dans cette mentalité de victime et c'est très difficile d'être créatif. Mais si vous sortez de cette mentalité de victime et que vous vous dites « Ok, voici mes circonstances actuelles. Il me reste 50 $ dans mon compte en banque. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 50 $ pour maximiser ce que j'ai actuellement? Avec qui je peux parler cette semaine pour créer une nouvelle opportunité de travail? Avec qui je peux m'associer? Qui je peux appeler? Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Et il parle beaucoup du concept de investir le temps, l'énergie, le sweat equity qu'on dit en anglais, donc de donner sa sueur, la sueur de son front pour créer quelque chose. Quand vous n'avez pas les poches profondes avec des millions de dollars de publicité, pas de problème. Allez faire le marketing direct avec le porte-à-porte, le cold calling, les emails, le contenu organique sur les médias sociaux. Il y a des possibilités infinies. Et encore une fois, là, je répète ce que Grant a dit, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça. Je commence le marketing en ligne comme toi aussi, Sébastien. Alors, on est patient, mais c'est intéressant de voir, OK, qu'est-ce que je peux vraiment faire? Peu importe combien j'ai de clients actuellement, qu'est-ce que je peux faire davantage et qui, avec le temps, va créer un momentum intéressant. C'est ça. Il insiste beaucoup là-dessus, même dans ses conférences, sur si t'as pas d'argent, t'as du temps et t'as de l'énergie. Et en plus, l'énergie, c'est doublement intéressant. Le temps, argent, c'est un précepte qu'on connaît tous. Si t'as pas de l'argent, enfin, tout le monde connaît ça. Et inversement. Par contre, l'énergie, on en parle assez peu souvent. Et l'énergie, c'est intéressant parce que tu te rends compte, plus tu apprends sur la vente, donc que ce soit ou même marketing, ce qui fait vendre, en fait, c'est 80%, ça va être l'énergie que tu vas communiquer à la personne en face. Ça va être la confiance aussi qui est générée par cette énergie. La confiance en toi, la confiance dans ton produit. Et ça se communique plus que la technique qui va être que 20% du résultat, en fait. Et du coup, c'est là où la motivation va rentrer vraiment en jeu, parce que tout ça c'est lié, en fait. L'énergie va se dégager de tout ça, tout simplement. Et donc, c'est une ressource à laquelle on pense que très rarement. Vous savez, quand on se lance, je crois que c'est au début du bouquin, il dit ça, on a une fausse croyance qui dit que si tu veux réussir, il faut de l'argent, ou alors il faut connaître des gens, ou alors il faut avoir fait des hautes études. Et ben non, faut juste. T'as pas besoin de tout ça en fait. Ça, tu te le construis en chemin. Et je pense que c'est un biais qu'on a tous. C'est au début, on cherche comment on dit en français, le petit hack pour devenir riche très rapidement. Oui, le Get rich quick scheme en anglais, mais. On dit en français, oui. Juste peut-être les opportunités pour s'enrichir rapidement, oui. Les opportunités qui ne sont pas, en fait, qui sont pas vraiment toujours honnêtes ou qui sont décevantes. Donc, le mot scheme en anglais qui veut dire c'est un tour de passe-passe. Tu penses que tu vas joindre ce network marketing, marketing de réseau et que tu vas faire des millions en 1 an. C'est possible. Mais est-ce que tu vas vraiment le faire? Est-ce que tu vas avoir la discipline pour réaliser ce que les gens qui l'ont fait avant toi ont fait? Personne ne sait ça, exactement. Ça, on cherche des raccourcis, je dirais. Exactement. Et raccourcis, des fois, on se dit, OK, raccourci, soit j'ai de l'argent, soit je connais quelqu'un, soit j'ai fait de hautes études, ça me sert. Eh ben non, t'as pas besoin de tout ça, comme je le disais, on le crée. Il n'y a pas de raccourci, en fait.
on s'en rend compte quand on rentre dans l'action. Et tant que tu t'es pas rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de raccourci, tu risques de sauter d'un point à un autre. Par exemple, tu vas essayer pendant. Alors des fois, ça peut être. Quand je dis tu essayes quelque chose pas longtemps, ça peut être des fois tu essaies 1 mois, 2 mois, mais des fois c'est plus long. Par exemple, tu essaies de poster sur LinkedIn pendant 2 mois, ça marche pas. Non. Du coup, faut regarder pourquoi ça marche pas en fait. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que c'est pas la bonne niche? Est-ce que c'est pas le bon canal d'acquisition? Faut trouver pourquoi. Mais il faut rester suffisamment longtemps pour comprendre en fait. Faut pas sauter d'un truc à l'autre. Oui. Et c'est pour revenir à ton planning de tout à l'heure, en fait, si tu sautes trop d'un truc à l'autre, tu risques aussi de garder, d'en essayer plein à la fois et de ne pas rentrer assez profondément dans chaque chose et gagner assez en compétences pour devenir bon dedans et pour pouvoir exploser dans ce domaine. Mhm. Sébastien, combien tu penses, c'est quoi le maximum de services ou de produits, peut-être pas produits, mais de services que quelqu'un peut se concentrer et avoir du succès? Est-ce que c'est un, Alors, c'est deux, pas mal. trois? Ouais, c'est pas moi qui le dis. Alors, Grant Cardone, comme on en avait parlé en antenne, il donne des conseils pour toutes les entreprises. Et du coup, selon où tu en es dans ton entreprise, si tu es en dessous de 100 000 euros, à 400 000, 1 million, 15 millions, tu vas prendre des conseils, mais ils peuvent être mal appliqués à ton cas, en fait. Oui. Et du coup, tu réagis pas de la même façon. Vas-y, répète-moi la question, j'ai oublié. Aide-moi. Alors, combien de services, donc quelqu'un qui nous écoute et qui Oui, provide, qui offre des services, pas oui, seulement c'est des ça. Ouais. produits, mais vraiment, est-ce que Voilà. c'est Alors lui, sur quoi se concentrer, oui? Combien on peut se oui. concentrer à la fois, tu Alors, penses? il y a deux réponses à ça, justement, selon si tu en es au début ou si tu en es plus loin. Je vais commencer par répondre si tu en es plus loin. Donc, c'est pas forcément ça qu'on veut entendre là, mais si tu en es plus loin, il conseille, et très justement, en fait, quand tu vas vendre, d'avoir différents produits, au moins pour proposer, quand tu arrives avec le client à la fin de ton processus de vente, euh, tu sais pas s'il est sur le bon produit, en fait. Des fois, le client va te dire, non, j'achète pas. Mais tu sais pas pourquoi, en fait. Peut-être que ça ferait l'affaire si tu proposais un produit en dessous ou un produit qui vaut beaucoup plus cher, en fait, des fois. Tu sais pas ce que veut le client. Des fois, il veut plus d'accompagnement, tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, vaut mieux avoir plus de produits que pas assez. Et comme dit Grant, il y a des produits pour tout le monde, en fait. Il y a des gens qui citaient des cas où, pendant 20 ans, il téléphonait à une personne qui lui avait jamais acheté. Cold call, cold email, le mec, il en avait rien à faire, il achetait pas. Il lui rendait des visites personnelles, il achetait pas. Et quand il a lancé son service pour, comment ça s'appelle, pour investir dans l'immobilier, du jour au lendemain, le gars, il a investi, je sais plus combien, c'était peut-être 1 million ou plus. Cardone Capital, oui. Cardone Capital. Ouais. Et à partir du moment où d'ailleurs il a investi, après il a acheté les autres produits qu'il ne voulait pas acheter avant. Donc ça c'est drôle en fait. La librairie. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, tu as intérêt à avoir le plus de produits possible en fait. Mais ça marche pas au début. Parce que tu as le problème du focus en fait. Au début, ce qu'il faut, c'est, je citerai un gars que j'écoute en ce moment, qui s'appelle Alex Hormozy. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je connais, oui. Il avait d'ailleurs fait une séance avec Grant Cardone où il avait payé 25 000 euros, je crois, enfin dollars, pour une séance d'1 heure avec lui. Et donc, il avait retransmis en direct, enfin pas en direct, mais il a retransmis ce qu'il avait appris avec Grant Cardone. Et du coup, lui, il conseille, je pense très justement, au début, tu focuses jusqu'à 1 million en gros. 1 million, un seul produit. Donc à toi de bien choisir ton produit avant, celui qui peut te permettre de monter à 1 million, évidemment, qui peut te permettre de scaler. Alors, ça ne veut pas dire que tu démarres avec un prix, que tu ne changes pas ton prix après. Ça ne veut pas dire que ce produit-là, tu ne vas pas l'améliorer en cours de route. Justement parce qu'au début, de zéro, quand tu commences à zéro, ce ne sera peut-être pas le même produit jusqu'à 100 millions, jusqu'à 1 million, je veux dire, pardon, mais c'est lui qui va te servir de base à te transformer tout au long pour arriver à 1 million. Absolument. Voilà, donc oui, et pour les services, on appliquerait aussi la même méthode. Donc, si tu es coach de quelque chose, concentre-toi sur une chose et ensuite, lorsque tu seras à un cap prédéterminé, tu pourras réfléchir à une deuxième avenue, oui? C'est ça. Et dans le cas, par exemple, du coach, tu pourrais faire au lieu de faire du one-to-one, donc ça, tu commences par du face-à-face au début, quand tu as zéro, forcément, pour te faire là. Mais après, si tu veux scaler,
Si tu veux passer à l'échelle supérieure, à la vitesse supérieure, pour aller jusqu'à 1 million, peut-être que tu fasses des séances de groupe. Tu laisses tomber ton offre face à face avec une seule personne, et peut-être tu commences à penser à des séances de groupe. Tu commences avec 2 personnes, après 3, 4, 5, tu montes jusqu'à 5. Et du coup, tu fais payer toujours le même prix. Et du coup, tu as scalé un peu. Et du coup, ça t'aide à avancer vers le million. Mais tu n'as toujours qu'un produit. C'est toujours le même produit de base que tu avais au début. Mais tu l'as amélioré, en fait. Tu aides plus de gens. Tu peux garder le one-on-one pour comme VIP. Éventuellement. Ceux qui payent plus pourraient voilà, c'est ça, exactement. Même si là, tu commences à rajouter un deuxième produit. Mais comme il est similaire en premier, c'est acceptable. Même si, pour après en faire la publicité, faut continuer à faire la publicité que d'un seul, en fait. Sébastien, j'aimerais t'amener à un autre sujet qui vient de me revenir en tête. Lorsqu'il parle que l'importance de la critique que les gens nous donnent, en fait, de se faire critiquer par les autres n'est pas une chose négative, mais bien un signe de succès. Et je peux confirmer que si tu te fais critiquer de tous les bords, tous les côtés, comme on dit au Québec, c'est un signe que tu avances très bien. Et ça peut être difficile au niveau personnel de ne pas se laisser affecter par ça. Et je sais que toi et moi, on va peut-être avoir pas peut-être, nous aurons à le vivre avec l'Internet. Des gens qui vont dire, ton podcast est pourri, tes posts, tes publications, c'est pas très bon, ton produit. Ça fait partie du processus, oui. Et donc, 2 choses ici. Donc, si tu te fais critiquer, ça veut dire que keep going, continue d'avancer. C'est un signe positif que tu fais des choses qui dérangent les gens autour de toi, sur un impact et ils commencent à te percevoir comme une personne qui a plus de succès. Et deuxième chose, si la critique est en fait des plaintes de clients, tu peux transformer ces plaintes en opportunité de servir les clients de la meilleure façon. Et là, on fait la boucle avec le service à la clientèle. Parce que si tu as la chance d'écouter un client non satisfait et de vraiment écouter, de poser les bonnes questions, c'est souvent juste un malentendu, soit un mauvais service, soit un mauvais produit, une chose qui a été mal présentée et qui en fait n'était pas faite pour lui et qui a une chance de récupérer le coût en fait et de ne pas baisser les bras. Ah, il a demandé un remboursement, tout est fichu, on ferme la porte. Non. Allez discuter de façon calme et si la personne est un peu en colère ou déçue, je suis là pour vous. Ça peut être soit le patron, le gérant. Si tes employés de vente, ils sont peut-être moins confortables encore et le client veut parler avec un supérieur, c'est-à-dire toi ou moi dans le futur. Alors, c'est important de vraiment être présent et d'écouter. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qui s'est passé? De bien comprendre la situation et de régler. Et ces pots cassés sont en fait réparables. Oui. Même mieux que ça, mieux que réparable en fait, parce que tu te retrouves avec une œuvre d'art à la fin, on va dire. Ah oui. Et d'améliorer ton jardin. Le pot de fleurs devient un jardin royal, tiens. Voilà, exactement. Ça te permet d'améliorer ton produit. Du coup, c'est génial en fait. Et d'où l'intérêt aussi dans la satisfaction client. Si tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de problèmes en fait. Et si tu n'as pas assez de problèmes, tu n'as pas d'opportunité pour améliorer ton produit. Alors évidemment, il y a des boîtes, ils cumulent les problèmes sans améliorer leurs produits. C'est souvent des boîtes anciennement publiques en France. Je ne les citerai pas. Tout le monde les connaît en France, mais bon. Mais tu as aussi l'intérêt, comme tu disais, ça me faisait penser quand tu as peur que les clients, justement, ils demandent un remboursement, par exemple. Si tu as peur de ça, c'est que tu n'en as pas assez. C'est que tu n'as pas fait du 10x au niveau de tes actions. Tu n'as pas ramené assez de clients. Si ton pipeline, il est plein, gros, il est bien gros, bien gras, à craquer, comme dit Cardone souvent, c'est que tu n'as pas assez de gens, en fait. S'il est craqué, tu n'en as rien à faire que les gens partent, en fait. Si tu fais du cold call, que les gens ils te disent « je suis pas intéressé », mais si tu en as 1000 qui attendent, tu n'en as rien à faire. Par contre, si tu as une liste de 10 personnes et que tu n'en as jamais fait, ça va t'affecter personnellement, comme tu disais. Et on va prendre la critique de plein fouet. Donc pour continuer sur ce sujet de la critique, il disait aussi, ça fait partie un des 32 points qu'il disait, en fait, il faut vivre dans son monde aussi. C'est-à-dire, dans notre monde, tu continues à avancer, tu t'en fiches. La critique, c'est comme si, je sais pas, tu étais en train de courir et il y a des gens qui te lancent des petits cailloux, mais ça rebondit sur toi, ça te fait rien en fait. Alors si tu t'arrêtes, les gens vont pouvoir se cumuler, s'agglomérer autour de toi et à force de prendre des cailloux, ça va te faire mal. Mais si tu continues à avancer,
Ils ont pas le temps de te toucher, ça va rebondir avec la vitesse. Ça te fera rien. C'est une bonne analogie, une bonne métaphore. Je peux imaginer très facilement ce que tu viens d'expliquer. Et, le momentum est là. Aussi, là, on a une image physique de quelqu'un qui court, mais littéralement, toutes les actions qu'on prend à tous les jours peuvent créer ce momentum qui fait en sorte que nous n'aurons pas de la douleur émotionnelle par la critique des gens. Et en fait, les gens qui ont du succès, si tu regardes sur YouTube ou les autres plateformes et tu lis les commentaires, il y a souvent un nombre très, très grand de supporters, de gens qui encouragent et j'aime beaucoup tes épisodes, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il va y avoir quelques trolls qui vont dire des commentaires négatifs. Évidemment, les commentaires négatifs font plus mal que les commentaires positifs. C'est psychologiquement, ils restent plus dans l'esprit. Mais si tu peux développer cette habitude de dire, OK, le 10% de gens qui me disent de la merde, c'est OK. J'ai besoin d'eux pour rester humble, premièrement. Et deuxièmement, je me rends compte que si ces gens-là prennent du temps pour parler de mes produits et services ou mon contenu dans leur journée, ils sont à la maison, devant l'ordinateur, sûrement en pyjama, à manger des Doritos, et ils parlent de moi de façon négative. Quel honneur! Quelle chose magnifique! Alors, j'ai un impact sur moi, ça me fait rire. J'espère vraiment que quand des choses comme ça vont nous arriver, on pourra garder le même sourire. Okay. Il y a des gens comme ça arrive des keyboard warriors, les guerriers du clavier. Il y en a partout, dans tous les pays, et il n'y a pas de solution magique pour les éliminer. Mais comme dirait Grant, il n'y a pas de mauvaise main, en fait. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Moi, je trouve que c'est... Par exemple, des fois, il y a des gens qui vont démissionner parce que, justement, ils ont eu de la mauvaise pub. Mais je pense que la pub n'était pas forcément mauvaise. C'est comment eux ont réagi derrière. C'est comment eux l'ont pris personnellement qui fait que ça va devenir une mauvaise pub. Parce que la pub, même si elle est mauvaise dans le sens où ça te ramène de la mauvaise critique, ça va toujours créer des conflits, en fait. On est comme ça en tant qu'être humain. Donc il y a des gens qui vont être contre, mais ça va ramener des gens qui sont pour aussi. Et donc c'est en ça que la pub va être bonne. Les gens qui sont contre, de toute façon, tu les aurais certainement perdus à un moment ou à un autre. Donc autant que ça se fasse le plus rapidement possible, et autant que dans le processus, ça te ramène d'autres personnes en fait qui vont devenir fans de toi. Et je pense que les fans, quand on le dit aussi en français, tu as des haters, tu as des gens qui te détestent, mais ils viennent pas tout seuls en fait, ces gens-là. Ils viennent avec l'autre côté, ça t'amène des fans aussi. Donc faut pas les craindre, faut pas aller les chercher. J'en ai déjà vu qu'aller les chercher. Si tu vas les chercher, tu vas pas te créer de fans, en fait, tu vas juste ramener les haters. Mais si tu les laisses venir juste avec tes actions, en fait, tu auras les deux côtés, tu auras les deux mauvais côtés et le bon, mais finalement, c'est que le bon côté puisque tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Oui. Tu gagnes en popularité et tout devient plus facile. Pour complémenter ce point, il paraît que lorsque tu as une très grande quantité de leads, de clients potentiels, tu as beaucoup plus de chances de trouver les clients idéaux, les clients parfaits, ton avatar client exactement comme tu le souhaites. Si tu as 1000 personnes qui entrent dans le pipeline versus 15 ou 50 ou même 100, évidemment, si c'est un ratio, oui, un numbers game, un jeu de chiffres, un jeu de nombres. Oui. Si je cogne 1000 portes ou si je cogne 100 portes, il va y avoir une grosse différence. Et je me rappelle avoir eu cette expérience. J'étais pas très bon cogneur de portes, mais je sais que ceux qui réussissaient beaucoup avaient une capacité de cogner plus de portes et d'être plus résistants à la critique, au rejet, et de juste keep going. Ils allaient de l'avant et OK, next, suivant. Et ils étaient inarrêtables en fait. Et ce que j'ai découvert dans ce bouquin là, ça me fait penser à la peur un peu quand tu dis frapper aux portes, on n'est pas bon parce que on prend plus sur son ego aussi, mais il y a l'enjeu de la peur en fait quand on fait des nouvelles actions. Et j'ai découvert, je m'en souvenais plus, que le grand Grant Cardone qui aujourd'hui fait des centaines de millions, et ben à une époque il avait peur de passer des coups de fil. Il le raconte, je sais pas si tu t'en souviens, il le raconte phrase dans son bouquin, mais une époque où il passait 2-3 coups de fil par jour parce qu'il traînait des pieds, justement. Alors, c'était il y a longtemps, hein, mais... Et du coup, tout ça pour dire qu'en fait, on passe tous par là et qu'on peut changer grandement, en fait.
Il avait aussi Et expliqué d'ailleurs, il je disait, pense dans un séminaire, ouais, oui. Pas juste dans le livre, mais en personne. Si tu c'était peut-être un séminaire avec un workshop. Je sais pas si on était ensemble dans ce workshop, mais il expliquait que si il était dans la salle, dans sa chambre d'hôtel, s'il avait le malheur de raccrocher le téléphone, c'était terminé. Alors il gardait le combiné, dans le temps mm. qu'il y avait un fil et le combiné téléphonique, dans la main et de juste ding, 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 soit la roulette ou les boutons, et de ne pas raccrocher, jamais raccrocher, juste next, 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 prochain numéro, prochain numéro. Parce que s'il raccroche, je ne peux pas décrocher à nouveau. C'est terminé. C'est un Ah, tu point peux, mais c'est intéressant. super long. Oui. Mais je l'ai vécu il y a pas longtemps, ça. J'ai repensé à cette histoire. Parce que j'ai Mhm. commencé à faire du cold call. Et au début, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ouvre, donc j'ai un fichier déjà, donc j'ai un CRM. Donc, j'ouvre avant chaque appel. Certains te conseillent de regarder, de te renseigner un peu sur le client. Donc, j'ouvre le site internet pour savoir de quoi ça parle, pour savoir à qui je vais parler. Tu mets 2 minutes à regarder qu'est-ce qu'il y a, et selon le site qu'il y a, tu commences à t'imaginer des scénarios selon le contact que tu as dans ta base. Parce que des fois, tu n'as pas la personne directe, mais des fois, tu as le numéro de portable du patron. Donc, tu t'imagines des scénarios différents. Et tout ça, au début, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte à la fin de la journée, OK, combien j'ai passé de coups de fil en combien de temps? Et là, tu dis 7 minutes et demie par coup de fil. Et des fois, des fois, tu n'as personne. Et tu te dis, bon, ça fait beaucoup quand même, 7 minutes et demie pour pas appeler. Bon, je me souviens avoir lu des bouquins de spécialistes sur la vente où ils t'expliquent que dans une journée, un sales moyen passe entre 6 et 12 calls. Et là, tu comprends en fait que si tu prépares trop, effectivement, sur 8 heures de travail, tu passes 10 calls, c'est pas beaucoup. Voilà, et donc j'ai essayé, je me suis dit, OK, comment on fait pour 7 minutes et demie, ça va pas du tout. Comment on fait pour améliorer le système? Et là, j'ai utilisé ce qu'on appelle un Power Dialer. Donc c'est un truc, c'est un petit logiciel qui va téléphoner à ta. Et donc ça rejoint ce que tu disais, ça va t'empêcher de raccrocher en fait. Et donc entre 2 coups de fil, tu n'as plus le temps de te renseigner sur le site. Et moi, c'est pas gênant parce que j'avais vu avec le temps, à force d'avoir des gens en face, que ça me servait à rien en fait de connaître le site. J'avais le temps de l'ouvrir une fois que j'avais la personne en ligne et d'aller voir. Oui. Parce que quand 2 fois sur 3, tu n'as personne, parce que soit ça décroche pas, soit tu as l'accueil, soit tu laisses un message vocal, ça t'a servi absolument à rien d'avoir vu le site. Donc tu as le temps d'aller voir pendant le coup de fil. Et la première fois que j'ai essayé le Power Dialer, c'était très drôle parce que en fait, ça allait trop vite pour moi. Je savais pas ce qui m'attendait. C'est comme si je me prenais des claques dans la figure. Ça raccrochait, ça rappelait, mais j'avais pas le temps de noter dans le CRM ce qu'il fallait noter, ce que je voulais noter dedans. Et ça te décrochait déjà et j'étais complètement perdu. Wow. Mais du coup, ça multiplie. Tu descends à selon le nombre de personnes que tu as, tu descends à 1 minute 30, on va dire, par coup de fil en fait. D'où l'intérêt de paracro en fait. Et t'as pas le temps de réfléchir en fait à tous les scénarios que ton cerveau va s'imaginer selon la personne qui est en face. Ça sert absolument à rien. Jamais, comme tu disais tout à l'heure, jamais un des scénarios que j'ai imaginé s'est produit dans la vraie vie. Donc ça sert à rien. Tu décroches, tu es dans l'action-réaction, tu dis là, ton action, c'est qu'est-ce que tu vends, pourquoi tu veux leur parler, et tu réagis à comment ils réagissent. C'est tout. Félicitations, Sébastien, c'est un beau défi que tu t'es lancé de le faire et de l'appliquer, de t'adapter. Vraiment de te poser la question à tous les jours, comment je peux être plus efficace, plus efficient, efficient. Est-ce que vous dites en France efficient ou pas? Efficace et efficient. Le mot existe. C'est un anglicisme. Le mot existe. Le mot existe. Tous ceux qui regardent les Anglais, on a tendance à l'utiliser, mais les autres Français, non. On lit trop efficience. Oui, est-ce que tu as d'autres questions? Il nous reste quelques minutes avant de quitter. Bonne question. Je te laisse revenir sur les 4 niveaux d'action. Je pense que c'est important. Tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Absolument, oui. 4 niveaux d'action. Donc, je pense que le niveau le plus important ici, qu'on doit se concentrer sur le niveau 10x d'action, oui. Donc, massive. Le niveau massif d'action. Donc, je répète les 4 niveaux. Donc, l'inaction, les gens qui battent en retraite, le niveau normal d'action et les actions très grandes, démesurées et continuelles. Donc, évidemment, on veut éviter pas seulement les 2 premières catégories, mais les 3 premières catégories. Pourquoi? Parce que le niveau moyen, le niveau average,
n'est en fait rien d'inspirant pour vous. Avoir une vie moyenne, une vie médiocre, n'est aucunement ce que votre plein potentiel peut obtenir, peut atteindre, en fait. Alors, si vous écoutez les gens autour de vous, la majorité de ceux-ci, de celles-là, vont vous dire: Ah, tu travailles trop fort, prends un peu plus de vacances, viens regarder le sport avec moi samedi soir. Et je dis pas qu'il n'y a jamais un temps pour se reposer et se récompenser. La ligne, elle est fine. Mais est-ce que c'est obligé d'être à chaque jour, à chaque 2 heures? Ah, je mérite un café Starbucks. Ah, allons prendre une cigarette. Ah, je veux lire un peu de ce bouquin à l'eau de rose, oui, roman fiction. As-tu vraiment besoin de ça? Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter de regarder. Je regarde plus Netflix maintenant. L'autre jour, j'ai essayé de regarder Netflix avec ma femme pendant peut-être 20 minutes. Et on s'est regardé. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas regardé la télé ensemble. On s'est regardé, il était comme 10 heures le soir. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça, d'ajouter une fiction dans notre cerveau, nos vies déjà bien occupées? Et on est comme arrivé à une entente que, OK, on peut peut-être aller au cinéma une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois ou une fois par 2 mois, aller voir un vrai film comme une expérience, mais est-ce qu'on a besoin lorsqu'on est à la fin de la journée, la petite est couchée, de regarder une chose qui n'est pas réelle, ou on peut juste avoir une bonne conversation, un peu d'intimité. Et en fait, c'était assez clair que la routine du Netflix était disparue et anéantie. Alors, pour revenir aux 4 niveaux d'action, une vie médiocre ne vous amènera pas les rêves que vous voulez réaliser. Et les actions 10X, donc tout ce qui est le principe du livre, que les actions, prioriser les actions continuelles, les actions quotidiennes, du matin au soir. Évidemment, vous prenez le temps de manger, mais même dans les temps de repas, vous pouvez en fait faire soit écouter un audiobook, soit faire des appels. Alors, c'est intéressant de voir ce qui est possible avec le Massive Level of Action, des niveaux d'action vraiment très élevés. Et ça m'a inspiré beaucoup, Sébastien, parce que je me considère que je suis encore au niveau 3, juste action average, action moyenne. J'ai fait mes activités, je développe mon entreprise, mais je ne peux pas dire que je suis à un niveau 10X encore. Alors, ça me garde très ici et maintenant, présent, et dire, OK, j'ai encore des croûtes à manger, j'ai encore du chemin à faire, et c'est OK. J'accepte ma situation, je ne me plains pas, je regarde vers l'avant, et à chaque jour, on avance un petit pas à la fois. Ou un grand pas à la fois. Et c'est 10X. Alors, on l'a pas abordé, mais on laissera les gens le découvrir dans le bouquin. Les 32 points, justement, qu'il annonce à la fin, dont on parlait au début. Et pour rejoindre ce que tu disais juste là à l'instant, on peut très bien rajouter un de ces points-là au fur et à mesure. Oui. Mais plus on aura de ces 32 points, plus le succès nous tombera dessus, en fait. Et on pourrait du être coup, les comme tu cobayes dis- de ça. Voilà, exactement. D'où on commence, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'on arrive. Mhm. Exactement. Et j'ai une question. Alors, est-ce que tu pourrais me citer quelque chose de 10X que tu as fait dans ta vie? Oh, bonne question. Très bonne question, Sébastien. Merci de demander. 10X dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ok, bon exemple. En 2016, lorsque j'ai commencé les arts martiaux mixtes, et là maintenant je n'en fais plus, mais j'aimerais recommencer. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit, je veux m'entraîner comme un pro pendant une année complète. Et j'avais pas d'objectif vraiment. En fait, je voulais avoir un combat amateur. Et ce n'est pas arrivé, j'ai été blessé avant ça, mais ça c'est pour une autre fois. Mais mon niveau d'action, Sébastien, j'étais absolument obsédé. Il parle du mot obsédé dans le livre, oui, mais c'était un point ridicule. Alors, je m'entraînais 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Et la nuit, j'avais un travail de nuit. Et pendant la nuit, j'étais superviseur dans un centre. Je m'occupais des patients, mais les gens, ils dormaient. Je regardais des combats ultimes, UFC Fight Pass, pour étudier les combats pendant la nuit. Et le jour, j'allais au gym. Et j'ai vraiment comme eat. Donc, mange, dors, entraîne, étudie, retourne au gym. Et quand j'étais blessé, quand j'ai eu une commotion cérébrale, je prenais ma voiture, conduisais 25 minutes pour aller au gym, pour aller aider le coach
à coacher les débutants, même si j'avais très peu d'expérience, juste à cause de mon esprit de synthèse et d'analyse et ma capacité d'enseigner aux gens. J'allais sur place gratuitement pour aider ou sinon juste pour regarder les cours du midi et étudier les mouvements sans même m'entraîner. Ça, pour moi, c'était un TEDx, une année TEDx, 2016-2017, avant ma commotion cérébrale qui m'a amené vers ensuite les langues, vers découvrir ma femme. C'était une série d'événements très, très inattendus, mais il faut faire confiance à la vie que quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent, c'est pas par hasard et on peut se relever, tout simplement. Et toi? Moi, j'en ai 2 qui m'ont marqué dans ma vie. C'était quand je finissais mes études d'informatique, je devais chercher un stage normalement à la fin. Et les gens envoyaient généralement, les gens bien motivés envoyaient, on va dire, 10 lettres dans 10 entreprises. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'email, enfin, c'était pas encore assez développé, donc on envoyait des lettres papier. Et moi, je me suis dit, bah attends, le but de la formation que j'ai suivie, là, c'est quoi? C'est de trouver un stage ou c'est de trouver un boulot? Donc je me suis dit, j'envoie 3 lettres pour chercher un stage et j'en envoie 97 pour chercher un boulot. Ça. Donc il a fallu timbrer ça, c'était un peu long, mais mettre ça dans les enveloppes. Fantastique. Excellent. Et du coup, j'ai fait le principe quantité contre qualité, puisque c'était pas personnalisé. Mais du coup, donc presque 100 lettres pour chercher un boulot. Donc j'ai pas trouvé de stage, mais j'ai trouvé un boulot grâce à ça. Il y a une personne qui a répondu positif, mais si j'en avais envoyé 10, je l'aurais pas eu. D'où l'intérêt de faire ça. Il y a un deuxième point. Une deuxième fois où j'ai fait du 10X aussi, c'était pour partir en voyage. Donc, je venais de rénover ma maison, je voulais m'en séparer pour partir en voyage pendant 3 ans autour du monde. Et du coup, il fallait vendre. Il fallait vendre... nous, on était pressés de partir, en fait, donc on cherchait à vendre vite. Mais il y avait aussi ce côté peur, on n'en a pas parlé, mais la peur se nourrit du temps. Et du coup, l'incertitude, on voulait être vite fixé sur le fait, est-ce qu'on peut vendre notre maison, parce qu'on n'en savait rien, en fait. Est-ce qu'on peut le vendre au prix qu'on veut? On était à la campagne, on est au milieu de nulle part, il y avait une cour commune, donc il y a 3 personnes, donc il y avait quand même des défauts. Et donc on s'est dit, au lieu de mettre ça dans une agence comme tout le monde fait, voire 2 agences quand ils sont bien motivés, on a fait toutes les agences de la région et on a mis ça dans 11 agences en même temps. Et on a bien fait. Et plus, on a diffusé plein de petites annonces même pour. Voilà, donc il y avait les agences et nous qui nous en occupions en ligne pour mettre toutes les choses de nos côtés pour que ça aille vite. Et là, on a bien fait parce que tu te rends compte qu'il y a des agences qui te présentent jamais. Donc si tu vas voir que celle-ci, bah, tu n'as rien derrière. Mais du coup, on a eu assez vite des visites. La plupart n'ont rien donné, mais on a vendu, je ne sais plus, je crois, en 1 mois ou quelque chose comme ça. Ce qui était assez rapide. On voulait, parce qu'on avait vu, quand on avait cherché à acheter justement notre maison, que des fois, les gens restaient 2 ans, 3 ans sans vendre, et on voulait surtout pas ça, en fait. Donc, on a fait du 10X là-dessus, et ça a payé. Ça coûtait rien. C'est-à-dire, en français, on a l'expression jeter une bouteille à la mer. Nous, on a acheté 10 bouteilles à la mer. Voilà. Comme ça augmente les chances. Fantastique, Sébastien. Fantastique. Alors, je pense que c'est une bonne conclusion pour aujourd'hui. J'ai un autre appel dans quelques minutes. Alors, merci, mon ami. Je te laisse conclure. Pour moi, les gens, si vous voulez me suivre, mon podcast est maintenant officiellement en ligne. Alors, il s'appelle Your Brothers Podcast. Le lien va être dans la description. Sébastien va mettre dans la description LinkedIn et autres plateformes. Alors, vous pouvez me suivre personnellement, Anthony Rivet. Je suis sur Instagram, LinkedIn, Facebook et mon podcast, Your Brothers Podcast, à toutes les plateformes habituelles, YouTube, etc. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Merci pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler, de vous expliquer ce livre, qui est un très bon bouquin. Alors, merci Sébastien pour cette idée et on se revoit pour le prochain livre dans 1 mois. Très bien. Et juste, je vais terminer sur un truc. Avec ton podcast, tu as quand même fait du 10X parce que en quelques mois, combien t'en as tourné? Dis-nous. Moi, j'ai enregistré maintenant 37 épisodes et c'est en quelques semaines parce que maintenant, c'est beaucoup plus tranquille. Mais j'ai donné un coup très fort lorsque ma femme était au village avec ma fille. Donc, j'étais à la maison seule. Oui, si on peut dire c'est du 10X parce que je faisais 5 à 8
épisodes pendant les jours de semaine ouvrables. Alors, c'était pas si mal. Habituellement, les gens font moins que ça. Mais ça aurait pu être encore plus. Mais merci de le remarquer, t'as raison. Voilà, on conclura là-dessus. Je te remercie d'être venu et vivement le prochain bouquin. On apprend toujours à chaque fois. Pensez 10 fois plus grand pour aller 10 fois plus loin. La seule différence entre le succès et l'échec. Il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. À part qu'il faut agir, bien sûr. Et la prochaine fois, on va parler de Dimension avec Fatih Sella, le spécialiste français du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est la Dimension? C'est opposé à la lead generation, que vous connaissez certainement, la génération de leads, de prospects. Je vous laisse découvrir ça dans un petit extrait. J'avais toujours eu le sentiment que le marketing qu'on faisait, j'avais un ressenti où on était... j'avais toujours l'impression qu'on essayait de piéger le prospect. Tu vois, cette idée de proposer un livre blanc pour donner de la valeur, mais en fait, au fond, on sait très bien que c'est juste pour obtenir son contact et pour que derrière des sales les relancent par email et par téléphone à gogo. Tu vois, il y avait toujours ce truc-là, un petit peu de triquer les gens dans son marketing, avec lequel je n'étais pas forcément à l'aise, non pas parce que je suis un saint, mais parce que les gens sont pas bêtes et que dans les chiffres, je voyais bien que l'efficacité n'était pas au rendez-vous, tu vois. La différence entre la lead gen et la dimension, c'est que l'un est un marketing d'influence, on va dire un marketing d'influence d'opportunité, alors que l'autre est plutôt un marketing de sourcing d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Abonne-toi.